Aventure chevaleresque dans le Haut-Berry, printemps 2016. J'écris le lundi 18 août 2016, à 8h05, près de La Ferté, dans l'écurie, après le petit-déj. Chirine, c'est toi qui as frappé? Comment? J'ai entendu frapper, c'est toi? Non. Monsieur D. Ah, messieurs sitôt, il faut que vous veniez voir. Que se passe-t-il? Ça déborde de partout. Nous devons nettoyer sans cesse. Il y a parfois quelques heures de répit, puis ça recommence. Dès que ceux d'au-dessous utilisent la douche, les WC, quand il y a la machine à laver, c'est un véritable cauchemar. Mais je croyais que la société était intervenue. Ils disent qu'ils ont fait un détartrage, mais ça n'échange rien du tout. On les a rappelés, ils disent qu'ils sont venus. Quand j'ai appelé du travail pour vérifier, ils m'ont assuré qu'ils étaient là, mais ma femme qui était sur place ne les a pas vus. Vous voulez dire que ça dure depuis la première intervention de la société, mais cela fait au moins 2 semaines. Oui, cela fait des semaines, au moins. Mais pourquoi ne l'avez-vous pas dit plus tôt? Nous sommes encore dimanche, le syndic est fermé. Je suis venu plusieurs fois frapper à votre porte, mais vous n'étiez pas là. Mais venez voir. Je suis sur le point de partir, j'ai un train. Ok, allons-y. Entrez, venez. Mon estomac bondit. Je recule aussitôt, mais Monsieur D insiste. J'avance alors d'un pas. J'ai le temps d'entrevoir Madame D, un enfant sur le dos, un autre à ses côtés. Repousser l'invasion du boire et du manger que digèrent à loisir les voisins du dessus. J'ai le temps de sentir, et tout juste celui de réprimer mon vomi. Mais ce n'est pas grave, vous pouvez partir en vacances, on va se débrouiller. Cette formule est assortie de l'eau dont Zeynep asperge ma roue. L'instant d'après, j'entre dans un couloir dont les côtés s'éclairent du regard des chevaux. Un box m'est réservé au milieu d'eux. Dans un autre, sous l'auvent, une chèvre enlace ses barreaux dès qu'elle me voit passer. J'écris le mardi 19 avril 2016, à 18h41, à la table de pique-nique, devant le décathlon de la zone commerciale de Romorantin. Il fait jour. On me présente à Uther, le compagnon de route qui m'est destiné. Uther subit mon apprentissage avec plus ou moins de patience. Mettre la selle, la retirer, la remettre, le mors, les sacoches, étrier, brosser, curer les sabots. C'est donc un peu moins niais qu'il me porte au travers du bois de Gatine. Entre le galop du départ et celui du retour, Uther me teste. Je le découvre. Ça ne va pas être de la tarte. J'écris le mardi 19 avril 2016 à 21h50 dans l'écurie près de La Ferté. Aujourd'hui, répétition générale. Nous partons tout chargés sur le chemin du lendemain. Isabelle, qui s'occupe des chevaux avec Guy, m'a répété maintes fois de parler au cheval afin d'établir avec lui une complicité. Je fais pas mal d'efforts de ce côté-là. J'ai pourtant le sentiment parfois qu'il est moins casse-couille quand on ne se dit rien. Pendant que je pique-niquais, il s'est emmêlé les sabots dans les fils de la clôture à laquelle je l'avais attaché. Il a réussi à arracher un poteau et à se blesser au-dessus du sabot. Son grand jeu, quand je veux remonter sur lui, c'est de se déplacer de façon à ce que le promontoire dont j'ai besoin, tronc, chaise, talus, ne soit plus en face de la selle. Il me fait le coup systématiquement 10 fois de suite en moyenne. Vu de l'extérieur, c'est un bel exemple de comique de répétition. J'écris le mercredi 20 avril 2016 à 20h10 au centre équestre près de la Glatinerie. Cette fois, c'est pour de bon. Je quitte la ferme. Le cheval est très haut sur le paysage. Passé la crête du champ, Uther renonce à hennir. Lentement, l'épervier tourne encore au-dessus du même périmètre. Invisible la veille, le piaf au ventre jaune indique le chemin du tout petit château de la tour de Breuil, le décor d'un théâtre de branches dont les coulisses voient passer le Naon.
Le vestige au repos de ce que fut la Renaissance apparaît aussitôt que les arbres fleuris laissent voir l'herbe verte et d'autres fleurs qui s'y promènent. Dès lors qu'il m'aperçoit, le châtelain des ruines arrive à ma rencontre. Soyez le bienvenu, surtout à cheval, allez partout, visitez tout, n'oubliez pas la chambre, on est en train de la faire. Qu'est-ce donc que cette chambre ? Auprès du jardin de piliers blanchis aux linteaux recouverts d'une flore ossifiée, il subsiste en effet une aile encore debout. Entrons. Bonsoir, madame. Bonsoir. Monsieur m'a dit que je pouvais visiter la chambre. Bien entendu, tout le monde est ici chez soi. Il n'y a que le temps qui n'a jamais passé cette porte. Il n'a pu que s'introduire dans le réduit d'à côté pour y générer une salle de bain moderne. Étonnant contraste. Voyez vous-même, la voûte gothique, le lit à baldaquin, la peinture, les tapisseries. Tout n'est-il pas resté dans sa première jeunesse ? Entrer à cheval dans la cour d'un château. Entrer à cheval dans une forêt. On évolue comme un poisson parmi les arbres, et c'est alors que l'on surprend le lion de pierre assis au fond du parc d'un tout autre château, classique celui-là, mais de dimension toujours aussi modeste. J'écris le vendredi 22 avril 2016 à 8h30 après le petit-déj à la ferme Les Maisons, après Villegongis. J'écris le vendredi 22 avril 2016 vers 22h à la ferme de la Charbonnière, après Pellevoisin. La Beauce berrichonne est une succession de longues vagues ayant chacune sa couleur. Avec l'odeur du miel, il en surgit des piafs dont la bedaine a pris la teinte du colza. Des perdrix affublés d'un corps trop gros pour leurs petites ailes, un chevreuil à ressort parti rejoindre sa tribu à mi-hauteur. J'écris le samedi 23 avril 2016, vers 23h15, au lieu-dit le Chilouet. La pente violacée, d'où le chardon brandit son œil, s'incline vers le bois. Un lièvre observe la spirale où tu t'engouffres. On en sort en plein champ sur l'herbe vagabonde. Un autre jour, le paysage ouvre les ailes autour de toi dont le sillon fouille la terre aux racines des chênes. Il en résulte un château fort sur la plaine ondulante. J'écris le dimanche 24 avril 2016 à 22h45 à Écueillé, chez Joël et Mélina. À l'angle de deux poutres transversales, juste sous le toit du hangar à moutons, ouvert côté champ où j'ai entreposé la selle, le filet, les sacoches, le masque à mouche, les brosses, le racloir à sabots et la pommade, j'ai découvert un nid. En l'absence de leur mère, on voit les petits remuer imperceptiblement leur duvet à peine formé. Le fermier, à qui j'en ai parlé, pense qu'il s'agit d'un merle. Il est âgé, souriant, calme, un peu rond de visage. Nous sommes à la ferme de la Charbonnière, le 3e soir. J'ai peur que mon activité et ma présence à proximité du nid ne poussent la mère à abandonner ses petits. Sur l'herbe cahoteuse en pente vers le monde, Uther décompresse. Il se frotte aux arbres, il se retourne et se balance sur le dos en remuant les pattes. Il est pris de galops intermittents. Hier soir, à la ferme Les Maisons, il s'était retourné de la même manière. Mais comme j'étais au téléphone, je n'avais pas encore pris le temps de retirer la selle. Il y avait là un couple de personnes âgées. La dame avait dit « Vous n'êtes pas un voyou de toute façon ». Et l'homme « Ça m'embête de dire oui, et ça m'embête de dire non ». La veille, au centre équestre, près de la glatinerie, c'était tout autre chose. Uther s'était mis à clopiner, aussitôt déchargé de ses fardeaux multiples. L'aventure semblait compromise. Je n'avais aucune envie de torturer davantage cette pauvre bête. Mon moral était au plus bas. Ce soir-là, je lui ai appliqué moi-même sa pommade pour la première fois. C'est déjà quelque chose que de brosser un cheval et de lui nettoyer les sabots. On est entre les pattes de la bête, sous son ventre. Il faut le prendre à la cheville et lui faire ployer le genou, maintenir d'une main le sabot et le curer de l'autre. Pour lui appliquer sa pommade, il faut mettre ses doigts dans la plaie située au-dessus du sabot arrière droit et la lui caresser.
Les cavaliers plus expérimentés appuient carrément pour que ça pénètre. Pour ma première fois, j'étais déjà très fier d'être parvenu à lui effleurer la plaie. Au matin, l'intervention d'Aurore, la directrice du centre équestre, a été décisive pour le rétablissement d'Uther. Au sortir de ses mains, il n'était pas franchement hilar, mais le soir, comme nous l'avons dit, il avait bien repris du poil de la bête. Par la suite, j'ai progressé dans l'art d'appliquer la pommade sans pour autant atteindre le cœur de la plaie. Uther m'en empêchant, en pliant la cheville sans que je parvienne à la lui redresser. J'écris le lundi 25 avril 2016 à 21h35 au lieu dit Les Aubrins. Au même endroit, j'écris le mardi 26 avril 2016 à 9h50. L'herbe n'a jamais été aussi haute, ni le champ si vaste, au lieu dit du Chilouet, où nous passons notre 4e nuit. Ce soir-là, je suis invité à dîner chez Nadia et Thomas, dont la proprio possède le champ. Il s'agit d'une fête en famille, plus précisément d'une soirée américaine, car c'est logique, il y a PSG Lille à la télé, que personne ne regarde, je ne sais d'ailleurs pas où elle est, cette télé. Nous dégustons donc les sandwichs au steak haché, préparés avec amour par Thomas, agrémentés de frites et de moutarde. Nous, c'est-à-dire les parents, les enfants, dont une petite qui est très attirée par Uther mais n'ose pas le toucher. Les frères, les sœurs, les cousins et cousines, l'ex-petit copain de la sœur, les amis, sans oublier Eragon, le chien à la carrure ramassée, particulièrement amical et grand amateur de frites. De retour au champ, je découvre Uther collé à ma tante. A-t-il eu peur que je l'abandonne? A-t-il au moins profité de l'étendue? J'écris le mardi 26 avril 2016, à 20h35, Château-les-Places, un peu avant Lacey-sur-Croix. À la Charbonnière et aux maisons, j'avais déjà observé chez Uther cette tendance à demeurer à proximité de ma tante pendant la nuit. Je me souviens l'avoir engueulé, déjà à la Charbonnière, parce qu'il marchait sur les bords de ma tente ou qu'il faisait ses besoins à une très courte distance de moi. Le Chilouet, je crois que de toute la nuit, il ne s'est pas éloigné de plus d'1 mètre. C'est d'autant plus frappant, vu la hauteur de l'herbe et l'ampleur de la prairie. Dans un demi-sommeil, je l'entends mâchouiller, se déplacer, digérer. Quand je n'entends plus rien, c'est qu'il dort, debout, immobile, l'œil fixe, une patte éventuellement pliée de face, de dos ou de profil. C'est ainsi que je l'ai trouvé, dans la clarté lunaire, évadé de l'emprise obscure des nuages. Ainsi je le retrouve à mon réveil sous le ciel bleu. Cela me remémore un épisode antérieur, survenu le premier jour de cette aventure. C'était pendant la pause de midi. Tandis que je m'éloignais un peu pour repérer le chemin à venir, Uther s'est mis à hennir. J'ai compris qu'il avait peur que je l'abandonne. Le lendemain, dans le jardin de Joël et Mélina, à l'entrée des Cueillers, 5e soir, nouveau revirement de situation. Tandis que nous conversons en prenant l'apéro, Uther s'agite, se retourne en se frottant le dos au sol et en agitant les pattes avant d'entamer un galop circulaire autour de la maison. Ce qui eût semblé naturel dans un champ devient vite inquiétant dans cet espace restreint. Je sors pour tenter de le raisonner. Il m'arrive dessus au trot, me heurte et se met à frotter sa tête contre moi. Uther apaisé, je peux enfin prendre ma douche. Pendant le repas qui suit, nous parlons voyage. La petite Louane est trop timide pour me parler, mais elle me sourit en m'attrapant la main. Joël me propose de dormir sur le canapé. Je me sens coupable de laisser Uther seul avec ma tante vide. Je vais le voir pour lui expliquer que je ne suis pas loin, le rassurer et lui souhaiter bonne nuit. Le chat s'installe au creux de mon épaule. Je colle mon oreille à son ventre et l'univers n'est plus qu'un chat immense qui ronronne. Au matin, pendant que je l'arnache, Uther grignote un dernier bout de la balançoire pour la route. Je n'ai pas été assez rapide pour accompagner Louane à l'école, dommage.
Je parviens tout juste à retenir Uther sur le trottoir, le temps que Joël aille chercher son appareil photo. Adieu, les amis. Je ne sais pas grand-chose de mon hôte anonyme du 6e et dernier soir. Il me dit en arrivant que je suis très bien tombé, car il est très impliqué dans la vie associative. Après, il a fait beaucoup d'allées et venues, si bien que nous n'avons pas eu le temps de discuter. J'avais assez peur pour ces pommiers en fleurs, mais Uther s'est montré plus raisonnable cette nuit-là que la précédente. Sachant que ce serait la dernière, je l'ai soigné. J'ai observé ses attitudes et écouté ses mâchouillis avec tristesse. Le lendemain, à l'heure de s'équiper et de remonter en selle, bien entendu, on s'engueule à nouveau. Je reviens à l'histoire du nid. Au matin du 4e jour, j'aperçois entre la poutre de traverse et le toit du hangar une plume noire sortant du nid en diagonale. La mère l'y aura déposée afin d'en améliorer le confort. Un coup d'œil du hangar me détrompe. Il s'agit de la queue de la mère elle-même, aussi immobile qu'un animal empaillé, l'œil fixe. Elle protège sa couvée de l'énorme animal sans poil ni plume qui la regarde. Je sors le matériel du hangar en faisant le moins de bruit et en provoquant le moins de secousses possible. Nous sommes au nord de la forêt de Gatine. Notre point d'arrivée est au sud. C'est par le sud, au départ du centre équestre de Guy et Isabelle, que j'avais fait ma première sortie avec Uther. De bout en bout, notre chemin est une ligne quasi droite. Ainsi se clôt le cercle de cette aventure, cheval et chevalier mêlant leur souffle à la respiration de toute la forêt.